Dans la vallée de la Meuse, entre Commercy et Vaucouleurs, la source abondante de Vacon a donné naissance au Vidus. Ces eaux constantes épousent les méandres de la vieille rivière qui a donné son nom à la commune de Voie, primitivement appelée Noviantum. Ce nom désigne habituellement des fondations nouvelles. Noviantum est un passage obligé, c'est là que se franchissait le Vidus. Au cœur de cette bourgade, qui a pris de l'importance à partir du XIIIe siècle, découvrons son château, qui daterait du Moyen Âge. Donc papa, qu'est-ce que tu sais sur le château de Voie depuis ses origines jusqu'à ce qui reste actuellement? Bon, alors, le château de Voie appartenait au roi de France. Et on avait donc donné la jouissance aux évêques de Toul. Alors, à la Révolution, il y a une grande partie du château qui a été détruite. À l'heure actuelle, il ne reste que la poterne, c'est-à-dire l'entrée où il y avait le pont-levis et la tour aux pigeons. Alors il y avait donc la tour de la lanterne qui a disparu, la tour des loups et la tour Bontemps. Alors à l'heure actuelle, il y a encore la poterne, la tour qui subsiste, c'est encore les douves. Alors les douves étaient alimentées en eau par un fossé souterrain qui était alimenté par le Vidus, qui se trouve à peu près à 150 mètres de l'édifice. Donc c'est le Vidus qui a donné le nom à Voie. Oui, Vidus veut dire voie. Autrefois ça s'appelait Noviantum. Pour compléter les informations de mon père, une grosse tour datant du XIIe siècle, serait à l'origine de la forteresse. Il s'agit de la tour de la lanterne. Cette tour aurait été vraisemblablement démolie avant 1321 par un certain Prévôt d'Andelot. On peut admettre que c'est à cette date que la forteresse vit le jour. Le roi de France ne pouvait se satisfaire d'un château trop faible. Il souhaita sans doute quelque chose de plus important. Il faut se souvenir la volonté du roi de France de s'implanter tout au long de la rive gauche de la Meuse. Les bourgeois de Voie l'attiraient. L'opération se fait en plusieurs étapes et de façon continue. Entre 1350 et 1370, il y eut la construction de la tour des loups. Puis la construction d'une défense en avant du château. Entre 1453 et 1458, 2 tours sont achevées, dont la tour aux pigeons. Le but était d'y mettre une garnison propre à chasser les bandes errantes qui survenaient inopinément pour piller. La forteresse fut terminée en 1460. La tour Bontemps, que l'on voit ici, faisait partie également du château.
est précisée sur le plan, mais on n'a aucun renseignement sur elle, puisque c'est simplement une tour qui n'est pas de grande importance. Le château est un moyen pour les habitants de se protéger. Le roi de France en avait donné la jouissance aux évêques de Toul. Alors, autrefois, le seul accès du château, c'était peut-être par un pont-levis. Alors, tout ça, c'était des fossés. Tout ça, c'était des fossés, voilà. Et alors, à l'heure actuelle, de ce qui reste des fossés viennent de là jusque là. Ils sont encore intacts, mais c'est des arbres fruitiers qui ont été plantés. Et quand on voit tout ça, ça a été recomblé. Mais ici, on voit encore une partie des fossés qui a été transformée en jardinage. Après ce petit tour d'horizon, allons visiter les restes du château. Bon, alors, on va aller visiter ce qui reste du château. Allez, vous n'avez qu'à me suivre. Ça craque. Vous voyez ici, devant moi, c'était une ancienne petite chapelle et qui par la suite a été transformée en chambre à fou. Vous voyez, vous avez un ostensoir en relief sur la pierre qui est sculptée, avec deux pierres taillées en carré. Bon, ben, je passe par la fenêtre, ça ne fait rien. Hein. Ah. Voilà, donc là nous sommes dans la cour de la tour aux pigeons. Il y avait deux portes. Il y avait deux portes. Alors, les portes ici fermées de l'intérieur. Et la deuxième porte fermée de l'extérieur. Si bien qu'on pouvait s'enfermer ou enfermer quelqu'un. Alors ici, une particularité, c'est que les gonds sont scellés sans ciment. Vous voyez ici, vous avez le pivot, son support, et alors à l'extrémité, vous avez un goujon qui entre dans la pierre du bas et qui est la pierre du haut, sur à peu près 50 ou 60 cm d'épaisseur. Alors maintenant, on accède. Alors, c'était donc fermé par un verrou. Maintenant, j'ouvre la deuxième porte qui se ferme de l'extérieur. Et on arrive donc dans la salle des gardes. Ici, vous réalisez un de garde. Alors, de son, ça a 5 alvéoles. Et alors, vous avez donc une salle d'allée, une voûte qui est superbe, et puis alors aussi une cheminée avec un superbe linteau. Alors on arrive ici, là à mes pieds, c'est une trappe, c'est l'entrée des oubliettes. Alors ici vous avez deux alvéoles qui sont parfaitement conservées, celle-ci et celle-là. Voilà, je disparais, et puis alors voilà. Alors vous voyez ici, c'est l'entrée des oubliettes. Alors, par sécurité, il y a une trappe qu'on soulève et on a donc accès uniquement avec une échelle. Et puis alors, dans les états supérieurs, il y a justement les mêmes trappes. Mais mon grand-père a donc bouché l'extrémité parce que si quelqu'un risquait de tomber, risquait de se tuer. Donc, pour que ce soit plus pratique, il a donc fait faire un escalier que je vais vous montrer avec un suite.
Ici, vous avez une superbe dallée et voûtée. Et là, ici, vous avez donc l'accès, les pierres sont mises en épaulement. Et puis alors ici, c'est l'aération par un soupirail qui est environ 6 mètres de profondeur à 30 degrés. Et malgré ça, il y a un croisillon en fer forgé qui obstrue la sortie. Mon arrière-grand-père était vigneron. Naturellement, vous allez vous demander comment on a pu introduire des tonneaux pareils. Elles ont été fabriquées, démontées et remontées sur place à la lueur d'une bougie. Alors vous voyez ici, il est mis à l'envers, mais alors quand vous démontez ceci, un homme peut entrer dedans pour le nettoyer. Et alors quand ils sont pleins, c'est obstrué, il n'y a que le petit rebouchon, le petit bouchon qui tourne. Mais on les a mis à l'envers parce qu'on était petits, on s'amusait dedans. Alors on les a mis à l'envers pour que l'on commence par le chercher. Alors là-bas, vous voyez, pour qu'on puisse voir clair, mon arrière-grand-père a donc percé le mur à 3,70 m d'épaisseur que l'on voit là-bas. Ah oui. Il y a 160 ans qu'ils sont là, ces tonneaux-là. Oh, je monte l'escalier. Hein. Porte authentique qui reste du château. Vous voyez, c'est en chêne avec 7 ou 8 cm d'épaisseur. Alors vous avez un verrou d'époque. Voilà. Alors, le voilà ouvert. Et vous pouvez fermer à clé de façon qu'il reste ouvert. Vous le fermez. Voilà. Vous le fermez à clé. Ici, c'est une machine qui a été rajoutée à la guerre 14-18. Parce qu'il y avait des prisonniers. Dans les prisonniers, on fait un trou dans la machine, c'était bloqué par une plaque de chaîne. Alors ils rognaient la partie de la pierre, alors si bien qu'arrivé à un certain moment, le verrou n'aurait plus aucune efficacité. Voilà. Non, maintenant, voilà, je ne peux plus faire visiter, je ne peux plus ouvrir la porte parce que l'étage du supérieur est effondré et bloque toute ouverture de la porte. Voilà. Voilà, donc il y aura un sérieux travail de déménagement à faire pour les années à venir. Ah, il fait bon ici, hein? Voilà un beau point de vue ici. Et au loin, c'est le Vidus que l'on aperçoit à travers les arbres là. Donc ici, nous sommes en haut de l'escalier. Alors, voilà donc de la tour aux pigeons, il y a le mur de ronde qui continue. Alors là-bas, vous voyez la toiture de la poterne. Puis alors, un peu plus loin, c'est la tour Bontemps. Alors, dans le lointain, vous avez la côte Saint-Jean, où il y avait autrefois un camp gallo-romain. Alors on continue dans l'enceinte du château, on tombe sur la tour des loups qui se trouve derrière l'église. Ensuite, en tournant toujours sur notre droite, nous arrivons donc à la tour de la lanterne qui se trouve là. Alors il y a M. Blaise qui a fait construire sur les embans de la tour de la lanterne une maison moderne, très bien agrémentée. Voilà.
Alors ici, la tour aux pigeons va se raccorder sur le mur de ronde. Donc nous allons voir au niveau de la jointure des pierres qui font un angle de 120 degrés. À cet endroit-là. Et puis il y a encore une en dessous, là, un peu plus bas, là voilà, encore une autre. Puis il y en a d'autres au-dessus. Voilà le blason du château de Voix, juste au-dessus sur la tour, au-dessus de la plaine. Alors vous avez donc une pierre en chef et deux en pointe. Alors il y a la devise Progiciam. Progiciam c'est du latin, ce qui veut dire je les jetterai. Voilà. Donc si on m'embête, je jetterai des cailloux. Oui. Alors ici, vous avez une double porte à crapaudine. Ensuite, il y a la herse, à peu près 15 cm d'épaisseur, double porte à crapaudine. Ensuite, vous aviez donc le pont-de-vie qui se levait et rabattait cette pont-de-vie pour les véhicules. Et ici, il y avait un petit pont-de-vie pour les piétons. Alors, pour bloquer le pont-de-vie, on a fait une barre de fer. Voilà. Alors ici, vous avez la gueule de lion, c'est une canonnière qui a été implantée après la construction de la tour, au moment où on a fait les ponts des canons. Alors sur les murs, vous avez différents signes. C'était les tailleurs de pierre. Chaque fois, ils avaient fait une pierre, c'était ainsi. Ici, vous avez un bonnet d'évêque. Voilà. Alors ici, vous avez donc un diabolo, hein, deux triangles opposés par le sommet. Alors au-dessus, vous avez un triangle. Plus haut, vous avez un simple triangle. Et par le sommet. À l'issue de cette visite historique, qui nous a permis de découvrir la magnifique forteresse de Voix, portons un dernier regard sur la tour d'audience, familièrement appelée la poterne, où a été placée une statue en pierre de la Sainte Vierge qui daterait du XIIe siècle. Notons une particularité, elle porte l'enfant Jésus sur le bras droit au lieu du gauche.